Et on poursuit cette discussion toujours avec Mathieu Martin, cofondateur de 365 Talents. Et nous ont rejoint donc Caroline Aquet, DRH du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Alors Caroline, je voudrais commencer par vous. On parle beaucoup de ce mot talent et le premier truc qui me vient évidemment, c'est la guerre des talents dont tout le monde parle en ce moment. Quel est, en tant que DRH, le problème auquel vous êtes le plus confronté? Celui d'attirer les talents ou celui de les fidéliser? Alors, un peu les deux. Je vous propose qu'on commence chronologiquement par le fait de les attirer. Oui. Alors, juste pour revenir sur la guerre des talents, c'est pas du tout nouveau comme sémantique. Maintenant, je pense que pourquoi c'est au cœur là, des débats? Parce que ça touche vraiment énormément de métiers. Donc, ça devient vraiment un sujet très général. Alors, pour vous donner l'éclairage, finalement, que moi, je vois en tant que DRH de Manutan, donc deux sujets très différents. Le premier, les métiers du digital et de la tech. Là, je regarde un start-upper devant moi. Et encore une fois, pas de surprise. On a tous changé nos modes de consommation. On est tous sur des sites Internet. Et donc, des UX designers, des développeurs. Toutes les entreprises en ont besoin. Donc là, il y a un énorme goulot d'étranglement. Mais pour aussi vous montrer le scope, c'est si je vais en Europe, chez nos amis anglais, et je regarde, nous, nos filiales au UK, leur vrai problème de recrutement, c'est les logisticiens. C'est les gens qui sont dans les entrepôts, parce que là aussi, boom du e-commerce, énormément de grands acteurs du e-commerce, construction d'entrepôts, et donc clairement, manque de main-d'œuvre, Brexit, etc. Donc on a, et aujourd'hui, en termes de talent, on va aller justement de profils très pointus jusqu'aux logisticiens, parce que c'est tous les gens dont on a besoin pour faire avancer l'entreprise. Frédéric, je vais vous reposer cette question dont on parlait tout à l'heure avec Mathieu sur la sémantique. Je crois que ça vous intéresse beaucoup, cette différence entre le salarié, le collaborateur, les talents. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis venu il y a quelques mois sur cette chaîne expliquer que ça ne servait à rien de recruter des talents si c'était pour gérer des compétences. Ouais. Donc au-delà de ce jeu de mots et de cette question de sémantique, effectivement, il faut savoir exactement ce que l'on recherche. Peut-être qu'on recherche des talents, mais à ce moment-là, il faut les traiter comme des talents. Peut-être qu'on recherche seulement des compétences. Et là, tous les salariés ont des compétences. Et à ce moment-là, on les traite, on les considère, on les accueille, on les forme comme des salariés. Mais quand on utilise un mot, les mots ont un sens. En tout cas, pour un communicant, ils en ont particulièrement. Quand on utilise des mots, il faut savoir pour quels mots on utilise et pourquoi dire et pourquoi faire, c'est tout. Et c'est vrai que, Mathieu, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, finalement, le mot talent est assez subjectif, à l'inverse de la compétence qui est peut-être plus facile à mesurer de façon comptable. Comment est-ce que vous regardez ça ? Effectivement, c'est plus subjectif. Après, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, effectivement, nous, on considère que talent et compétences font partie d'un même cercle. On recrute des personnes pour une mission, ça c'est vrai. Donc, je crois que nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, à la fois en matière en tant qu'employeur et à la fois comme notre manière d'accompagner nos clients, c'est de leur faire prendre conscience qu'il faut recruter des personnes sur leurs talents, certes, et sur leurs compétences, mais aussi est-ce que finalement leur état d'esprit va matcher avec le travail tel qu'il est dans cette entreprise. Donc d'avoir vraiment une approche qui dépasse cette notion de compétence, même si nous on essaye effectivement dans notre solution d'aller capter toutes ces infos-là, mais c'est vraiment essayer de faire en sorte que la promesse du recrutement, finalement, et l'expérience candidat, finalement, se continue dans l'entreprise et soit à l'image, finalement, de cette expérience candidat. Mais effectivement, c'est plus subjectif de parler de talent que de parler de compétences. Nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est arrêter d'associer talent à des politiques, finalement, de gestion des hauts potentiels. Je reviens là-dessus parce que c'est hyper important. Et de considérer que chaque collaborateur a un talent, encore faut-il les révéler et encore faut-il aller capter ses compétences un petit peu cachées ou ses talents cachés. C'est vraiment cela où nous, on a voulu, là-dessus qu'on a voulu aider nos clients. Dans votre métier de DRH, Caroline, est-ce que vous avez élargi justement le spectre de ce que vous regardez aujourd'hui quand vous recevez un candidat ? Parce qu'initialement, c'est vrai, on regardait les CV avec des compétences. Aujourd'hui, quand ça devient de plus en plus difficile de recruter, est-ce que ça vous a obligé à modifier un peu votre spectre quand vous recrutez ? Alors oui, c'est évident et je pense que c'est une bonne pratique pour deux choses. Déjà, quand on a la chance d'être dans une entreprise qui a confiance dans l'avenir et qui a beaucoup d'opportunités de développement, on ne recrute pas pour un poste, on recrute pour
compagnonnage, on va dire, au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que chez Manutan, on a beaucoup de pratiques de mobilité interne, par exemple. Donc, on sait que la personne, on a envie, on va dire qu'elle s'épanouisse chez nous et qu'elle puisse faire plusieurs jobs. En revanche, ce qui est non négociable, au-delà en effet, d'arbitrage sur certaines compétences, c'est ce que nous, on appelle le cultural fit. Puisqu'en effet, en tant qu'entreprise, avec des valeurs, avec des promesses fortes, entreprendre pour un monde meilleur, c'est sûr ça va pas matcher avec tout le monde. Et ça, c'est des éléments, en revanche, qui, au moment du process de recrutement, sont ceux sur lesquels on est le plus vigilant. Frédéric, souvent on dit que les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Vous y prêtez une attention particulière, j'imagine, dans l'image que ça peut véhiculer à l'extérieur pour ensuite aller attirer d'autres collaborateurs et d'autres candidatures. Alors les collaborateurs peuvent être de très bons ambassadeurs et peuvent être les meilleurs, ça peut aussi être des détracteurs. Oui. Donc pour ce qui concerne l'image employeur, il faut savoir utiliser, accompagner les collaborateurs pour qu'ils disent du bien de l'entreprise, pour qu'ils la présentent le plus sincèrement possible. Je parle souvent de discours de réalité employeur, mais ça passe aussi par la voix des collaborateurs. Il faut juste veiller à ne pas essayer de les manipuler ou de les utiliser pour leur faire dire des choses qui ne seraient pas réelles ou sincères, parce qu'en principe, il y aurait un retour de bâton. Et aujourd'hui, avec la transparence, la multiplicité des canaux de communication, les réseaux sociaux, l'immédiateté, si vous leur faites tenir un faux discours ou un discours qui n'est pas réel, à ce moment-là, ça se saurait. Mais effectivement, vous pouvez les accompagner. C'est ce que nous faisons notamment chez Meria. On accompagne les collaborateurs pour les aider à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à parler de l'entreprise, les assurer ou les réassurer sur ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Je l'ai vécu dans d'autres groupes où les collaborateurs étaient très frileux de s'exprimer parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient casser la confidentialité de certains projets, s'ils étaient autorisés, pas autorisés. Ils avaient pu passer par des entreprises où il était interdit de s'exprimer sans une validation stricte d'une direction de la communication autoritaire. Donc il faut les accompagner, il faut leur donner les outils, il faut parfois aussi leur donner du contenu ou fabriquer du contenu, mettre du contenu à disposition pour les laisser choisir et puis leur permettre de promouvoir ce qu'ils ont envie de promouvoir. Et puis ensuite, le travail se fait tout seul et c'est effectivement très important pour l'image employeur et pour le recrutement parce que beaucoup de gens que l'on recrute, que l'on reçoit, font référence à ce qu'ils ont pu voir de l'entreprise sur le web, sur les réseaux sociaux et ils vont prêter beaucoup plus d'attention à la parole d'un collaborateur qui va dire c'est génial dans cette entreprise parce que, plutôt que sur un site corporate qui va délivrer des éléments de langage. Caroline, une fois qu'on les a attirés en suivant toutes ces bonnes pratiques, les talents ou les collaborateurs, comment on fait pour les retenir ? Qu'est-ce que vous mettez, vous, en pratique pour déployer peut-être leur employabilité et s'assurer qu'ils vont pouvoir progresser aussi éventuellement dans l'entreprise ? Alors, je vais pas revenir sur les fondamentaux qui sont forcément une bonne rémunération parce que c'est des choses aujourd'hui qui sont la base. Maintenant, aujourd'hui, on ne doit pas garder quelqu'un parce qu'on le paye bien. De même qu'on ne va pas faire la différence avec un collaborateur qui peut avoir plusieurs choix uniquement avec une rémunération. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est vrai qu'il faut travailler sur j'aime beaucoup ce mot d'employabilité, puisqu'il permet en fait aux collaborateurs de se développer et d'être au sein de l'entreprise un collaborateur qui a toujours envie d'apprendre, qui a envie de mobilité et qui a aussi envie de feedback. Et c'est un peu les trois sujets qu'on essaye de développer chez Manutan. Donc, très rapidement, pourquoi le feedback ? C'est une culture chez Manutan. Feedback is a gift, c'est notre motto. C'est une culture exigeante auquel on a formé les gens. C'est pas facile non plus de prendre du feedback, Caroline. Et comment ça se passe dans la relation Alors déjà, c'est vrai qu'il faut former. Il y a des techniques pour justement le bon moment pour faire le feedback, faire un feedback positif, un feedback négatif, les mots à utiliser. Donc c'est vraiment, ça s'improvise pas pour éviter justement parfois les feedbacks un peu hasardeux. Et surtout, je pense que quand c'est porté par toute l'entreprise, que c'est dans le cœur de la promesse managériale, ça devient en fait aujourd'hui une réalité. Donc on a un outil où après toute prise de parole, par exemple, ou une réunion interne, il va toujours y avoir feedback, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et dans les one-to-one, entre les collaborateurs, entre les managers et leurs collaborateurs, aussi cette pratique de progression. Parce que quand on veut progresser on the job, déjà, le feedback, c'est essentiel. Après, bien sûr, il y a l'apprentissage
donc les politiques de Learning for All. Et là, on a plein d'outils maintenant qui font que c'est beaucoup plus facile à développer, puisqu'on fait du blended, en ligne. Du blended, alors là, vous m'avez perdu. Blended learning, c'est quand on mélange en fait les formations traditionnelles avec, en live et les formations à distance en utilisant donc des outils digitaux qui sont plutôt vachement bien faits et qui permettent justement de développer à tout le monde. Donc là, nous, aujourd'hui, nos 2200 collaborateurs, ils ont accès à une plateforme de learning avec des programmes pour qu'ils puissent continuer à apprendre, où qu'ils soient dans l'entreprise. Ça, c'est un autre élément relativement important. C'est marrant parce que ça me fait penser que vendredi, je discutais avec la directrice de l'engagement de Carrefour qui me disait qu'ils allaient former l'ensemble de leurs... alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 300 000 collaborateurs au digital. J'ai l'impression que finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric, et quelles sont les politiques que vous mettez en place chez Emeria, mais que la formation, c'est la clé de l'employabilité et que c'est aussi un énorme facteur pour retenir les talents. Alors pour retenir les talents, je ne sais pas, et la formation, ce n'est pas mon domaine direct, mais en tout cas, le digital, ça l'est en partie, oui. Notamment l'usage des réseaux sociaux, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mon expérience chez Emeria, comme avant chez Elior, comme avant chez Altran, en fait, c'est de mettre des programmes de formation donc spécifiques à l'usage des réseaux sociaux et à la maniabilité du web de façon générale, mais des programmes volontaristes. C'est-à-dire que se présentent les gens qui sont volontaires et des programmes qui s'adressent à différents types de populations, des gens qui sont très engagés, des gens qui sont très novices, et on essaye d'attirer les gens donc volontairement. Ils viennent, ils ne viennent pas, c'est soit en ligne, soit c'est des cafés digitaux pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure, pendant une heure. Donc c'est différentes façons d'approcher et de laisser venir les gens. Plus ils sont volontaires, plus ils vont aussi voir que ce qu'on leur propose, ça sert autant leur image personnelle, leur pratique personnelle des réseaux sociaux que leur pratique professionnelle et leur rôle d'ambassadeur. Et ça permet d'embarquer assez facilement des personnes qui du coup sont très attentives et très intéressées par ces programmes. Mais du coup, on est loin d'embarquer 100% des collaborateurs et ça n'a rien d'obligatoire. Mathieu, comment est-ce que finalement, on parle d'employabilité là, avec Caroline, la prise en compte de tous les talents que peut avoir une personne est au service de cette employabilité? Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi avoir des évolutions qui sont un peu horizontales et pas nécessairement verticales? Comment... C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu de transversalité et d'arrêter de considérer qu'une évolution, une mobilité interne, c'est forcément quelque chose de vertical. Donc c'est d'être capable de projeter des collaborateurs sur des opportunités qui sont parfois dans un service qu'on avait ignoré, dans une direction, et donc vraiment travailler à cette transversalité. Et donc, d'où l'enjeu d'avoir une vision à 360 sur les compétences et les motivations aussi des collaborateurs pour être capable de voir quels sont les chemins de carrière possibles et donc de sortir vraiment de cette approche linéaire. Et effectivement, moi, je crois beaucoup au fait que la formation est un facteur d'engagement et de projection dans l'entreprise. C'est au cœur de la préoccupation de nos clients, notamment les compétences digitales, comment j'arrive effectivement à former mes collaborateurs, mais comment j'arrive déjà à faire un audit de l'existant. 300 000 personnes, c'est énorme. On ne peut pas mobiliser un responsable ressources humaines par collaborateur, donc il faut être capable d'industrialiser la démarche et donc d'aller capter déjà les compétences présentes et puis après aussi de favoriser l'apprentissage entre pairs. Donc il y a des experts, il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur temps pour former d'autres collaborateurs. Ça permet aussi de générer de la collaboration. Caroline, il y a un autre sujet qui m'interpelle quand on parle de fidéliser les talents, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que, d'abord, les candidats sont de plus en plus exigeants et qu'en plus de cela, ils souhaitent davantage avoir de l'indépendance. Alors, on a beaucoup parlé de l'autonomie et le fait qu'on augmente le télétravail a favorisé évidemment cette autonomie-là. Mais il y a un cran supplémentaire qui est l'indépendance. Est-ce que ça veut dire que demain, tous les collaborateurs d'une entreprise sont freelance? J'imagine bien que non, mais dans quelle proportion est-ce que cela peut augmenter selon vous et quelles difficultés est-ce que cela vous pose à vous en tant que DRH? Alors, je trouve que c'est un des phénomènes les plus intéressants dans ce qui se passe aujourd'hui autour des ressources humaines. Parce qu'avant, en tant que DRH, finalement, la vie était assez facile. On avait les CDI, voilà, ils étaient là. Quelques CDD, un petit peu de flexibilité avec l'intérim. Et puis, 2-3 consultants qui étaient parqués dans une salle et qu'on ne voyait pas trop. Et tout ça était très simple. Et en fait, là, avec la pression qu'on a, et je reviens sur ce que je disais sur les métiers du digital et de la tech, qui sont clairement aujourd'hui, qui ont la main sur la façon dont ils veulent travailler et où ils veulent travailler et comment ils veulent travailler.
les habitudes qui se sont prises, en effet, de devenir freelance, voilà, d'exercer le même métier, mais en papillonnant d'une entreprise à une autre et sans être dans la subordination, hein, puisque je rappelle quand même que le CDI, c'est ce fameux lien de subordination. Et ça veut dire beaucoup de choses d'une génération, aussi d'une culture, hein, la culture digital tech. Mais ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les plateformes, qui les ont beaucoup aidés, parce qu'avant, il fallait se mettre tout seul, il y a de la paperasse, c'était compliqué, les fins de mois. Là, maintenant, quand vous êtes sur des plateformes qui vous donnent énormément de visibilité, qui vous accompagnent, qui vous forment, ça devient déjà beaucoup plus facile. Et donc, là où on est parti, on va dire, des développeurs un peu classiques, on va dire, oui, mais eux, c'est normal, c'est des profils particuliers. Voilà, c'est des profils particuliers. Ouais. Mais maintenant, vous avez des recruteurs qui sont en freelance et qui disent moi je connais très bien les profils tech parce que je vis comme eux en fait, j'utilise les mêmes réseaux qu'eux et petit à petit vous voyez comme ça les métiers que vous allez retrouver sur ces grandes plateformes qui deviennent de plus en plus généralistes. Et on peut se dire, tiens, moi, quand j'ai du mal à recruter tel profil, je vais voir si je le trouve sur Malte, par exemple, et pourquoi pas. Et là, du coup, en tant que RH, va se poser la question du nombre de freelances, quel que soit leur statut dans l'entreprise, comment je les fais cohabiter avec mes petits cercles concentriques, là, et je vais peut-être avoir un freelance qui va être manager ou chef de projet de collaborateurs Magneton. Et moi, je suis dans une entreprise où la culture est hyper importante, les valeurs sont super importantes, donc je ne peux pas lui dire « fais comme tu veux ». Il faut que je lui donne un onboarding. Il faut que je lui explique voilà, chez Magneton, ça se fait, ça se fait pas. Et donc, petit à petit, la frontière entre le salarié et le freelance qui est là sur un projet d'1 an, ça va devenir intéressant. Et alors, je suis loin d'avoir la réponse, parce que je pense qu'on commence à tirer la pelote. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on peut pas dire non, moi, ça me concerne pas. Ils sont pas régis par le droit du travail. Donc, non. Et là, vraiment, il faut les intégrer et travailler maintenant avec un écosystème. Et c'est toute la différence avec le fait de travailler avec des salariés. Je vais me tourner vers le communicant parce que c'est intéressant cette réflexion de Caroline, c'est-à-dire comment finalement on va à terme arriver à maintenir cette fameuse culture d'entreprise et à l'insuffler, quel que soit le statut des collaborateurs, qu'ils soient en full présentiel, qu'ils soient en télétravail, on ne sait pas trop où dans le monde, qu'ils soient freelance ou qu'ils soient en contrat. Comment est-ce que vous réfléchissez sur ces questions ? Alors d'abord, je ne suis pas certain que la culture de l'entreprise, ça soit la responsabilité ou la seule responsabilité de la communication. Ça embarque tout le monde, et notamment le management. La communication, elle l'accompagne, elle l'habille, elle la valorise, elle peut la promouvoir, mais ce n'est pas de la communication. Sinon, ça voudrait dire que la culture, ce n'est qu'un vernis. C'est peut-être utile de le rappeler. Maintenant, le rôle de la communication, c'est peut-être de favoriser la création de communautés et de créer les espaces, de créer l'environnement, on parlait d'écosystème, et aussi, in fine, les outils pour que ces communautés puissent se retrouver, se reconnaître, se sentir valorisées, être mises en lumière et communiquer entre elles. Donc, pour moi, le rôle de la communication, il va intervenir à ce stade-là, mais ce n'est pas la communication qui va faire la culture de l'entreprise. Non, bien sûr. Mais ça veut dire quand même que vous aurez probablement un rôle encore plus majeur à jouer dans l'espèce de maintien. Alors, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais de maintien de l'entreprise au sens corps social, vous voyez. La communication, elle peut participer au fait de permettre à chacun de se sentir, de renforcer son sentiment d'appartenance, même si ce n'est pas qu'une question de communication, encore une fois, mais on accompagne ce travail-là, et d'être dans une communauté. Je vous donne un exemple chez Emeria, action que j'ai pu mener dans d'autres services, dans d'autres entreprises où les collaborateurs étaient éclatés, ou en réseau, ou en mission. On a créé un blog qui s'appelle Belle Personne et qui permet chaque semaine de valoriser, de faire le portrait d'un collaborateur et de le valoriser. Donc on parle de l'entreprise à travers le collaborateur et non pas à travers l'entreprise. Mais un jour on parle d'un homme, un jour on parle d'une femme, un jour on parle d'un Français, un jour on parle d'une Anglaise, un jour on parle d'un Allemand, un jour on parle d'une personne qui travaille en cuisine, un autre jour on travaille d'une personne qui fait de la transaction, un autre jour d'une fonction support. Et cette plateforme où se retrouvent chacun et chacune permet d'avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. Et puis je trouve que cette plateforme, c'est aussi ce que les collaborateurs partagent le plus. Donc ce qui participe
à l'image employeur, Évidemment. puisque ça donne une forte visibilité de ce que sont nos collaborateurs sur les réseaux sociaux. Et donc, quand des gens veulent venir s'intéresser à notre entreprise et à ce qui s'y passe et à ce qui s'en dit, eh bien, ils ont ces paroles de collaborateurs. Voilà, c'est un exemple et un outil qui permet de fédérer les collaborateurs de façon transversale par rapport à leur pays, par rapport à leur fonction, par rapport à leur business unit, par rapport à leur métier ou par rapport à leur parcours. Mathieu, en fait, ça fait totalement la boucle avec ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire qu'il faut remettre le collaborateur au centre ou partir du collaborateur pour toute action, en fait. Oui, effectivement. C'est très intéressant ce que disait Frédéric et c'est hyper important de rappeler ce que c'est la culture d'une entreprise, comment elle s'insuffle, comment elle s'incarne, avant de parler communication. Effectivement, on ne forme pas nos collaborateurs à communiquer sur des réseaux sociaux. On se dit que si on prend soin d'eux, et quand je dis soin d'eux, c'est pas juste mettre un baby-foot dans la pièce. Hein. On est tous d'accord. C'est faire en sorte de travailler à leur employabilité, de leur permettre de se projeter, etc. Voilà, ils feront savoir qu'il fait bon travailler chez nous. Donc ça c'est important. J'en ai même oublié votre question sur. C'était remettre le collaborateur au centre et que si on partait du collaborateur, en gros, ça allait bien se passer. Bah effectivement, et du coup, on revient à cette histoire de culture fit dès l'onboarding, enfin dès les premiers rendez-vous de recrutement, faire en sorte que effectivement cette personne matche bien avec le quotidien dans telle ou telle entreprise, c'est hyper important parce que du coup, ça répond à ces sujets d'hybridation du travail, de travail à distance, de travailler finalement dans une logique d'entreprise étendue. C'est ça dont il s'agit. Il n'y a plus uniquement des CDI ou des CDD. Il y a des prestataires, il y a des freelanceurs et ça, faire en sorte que finalement, on ne fasse pas la différence entre qui est freelance, qui est CDI, qui est CDD et de manière à ce que on partage un héritage commun, qu'on aille dans la même direction. Ça, c'est hyper important. Même nous, à notre niveau, on est 60. On se rend compte, enfin moi, je me rends compte que j'ignore parfois le statut de certaines personnes avec qui je travaille au quotidien. J'ai découvert qu'un développeur était freelance. Je ne le savais pas parce qu'il n'y avait pas eu de distinction entre son onboarding à lui et l'onboarding d'un collaborateur en CDI, par exemple. Merci beaucoup pour ces explications, Mathieu Marin, cofondateur de 365 Talents, Caroline Acad, DRH du groupe Manutan et Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.